On sépare généralement la colonne vertébrale en trois courbures, dorsale, cervicale et lombaire, avec leur correspondance, les dorsalgies, lombalgies ou sciatiques et cervicalgies. La colonne dorsale ferme la partie postérieure de la cage thoracique. Il faut l'appeler par son nom. La colonne thoracique, elle fonctionne avec le thorax. La colonne fonctionne comme une branche d'arbre que vous voulez déformer en S. Pour cela, vous devez placer une main qui reste fixe, une main au-dessus et au-dessous pour former les courbes en sens contraire. La main fixe forme la zone de transition entre les courbures. Au centre de chaque courbure, vous avez la déformation d'un disque symétrique. Je représente ici chaque courbure entre les zones de transition en deux couleurs différentes, à partir de leur centre, car elles sont liées à la verticale et ont des orientations différentes. La courbure thoracique est liée à la verticale par les zones de transition, mais son centre est lié au centre du thorax, donc à la manière dont il fonctionne. Cela permet de donner un chiffre à la vertèbre placée au centre de chaque courbure, car on connaît leur nombre. Vous voyez ici que si les zones de transition sont liées à la verticale, le thorax est lui lié au centre des courbures par l'intermédiaire des piliers du diaphragme, qui assurent le bon fonctionnement du thorax. Regardez ici la disparition progressive de la courbure lombaire mangée par la courbure dorsale, ce qui vous donne un dos rond. Et maintenant, ici, la disparition progressive de la courbure dorsale mangée par la courbure lombaire, ce qui vous donne un dos plat. Les centres des zones de transition sont placés sur la verticale. À partir de ces centres, les courbures se redressent. Ce n'est pas par hasard que j'ai introduit des couleurs. Vous allez en avoir besoin si vous voulez corriger les courbures de votre dos. En effet, regardez ce qui se passe avec un centre de transition normal à gauche et anormal à droite. Je fais apparaître ici à droite en vert les 6 premières côtes liées directement au sternum. Elles sont liées à la forme de la moitié supérieure de la colonne thoracique. Vous voyez ici la première acquisition à réaliser, un redressement d'orientation contraire entre vertèbres cervicales et vertèbres thoraciques. Évidemment, vous ne le ferez pas. Votre objectif, c'est seulement de rendre le centre de la zone de transition fixe. Vous ne pourrez plus faire n'importe quoi. Et vous devez pouvoir réaliser la même chose
entre la courbure lombaire et la courbure thoracique basse, autour du centre de la zone de transition. Imaginez que vous puissiez contrôler sur la verticale ces 4 points représentant les zones de transition. Alors vous pouvez tout faire à condition de contrôler la respiration. Si on représente le thorax à 2 couleurs, on voit ici une ouverture uniforme du thorax dans les 3 dimensions. Vous voyez ici que l'orientation des piliers anatomiques correspond au centre des courbures cervicales et lombaires après leur positionnement sur la verticale. On peut représenter le diaphragme avec l'orientation de ses digitations vers l'avant, qui ne correspond pas à l'orientation des piliers anatomiques, ce qui ne change rien à la verticale, car les intercostaux et les abdominaux sont à double orientation croisée. On voit ici que le bassin forme avec la courbure lombaire une 6e vertèbre lombaire, ayant une forme très différente du fait de ses relations avec l'articulation du fémur en bas et le thorax en haut. La 6e forme le socle de la colonne vertébrale, dont l'angle détermine, en fonction de ses relations avec les membres inférieurs et le thorax, la forme des courbures. On peut voir ici une déformation décrochement lombaire associée à un déjettement postérieur avec les côtes supérieures qui descendent et inférieures qui montent, provoquant une rotation sternale dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et ici, une même déformation décrochement avec toutes les côtes qui descendent, provoquant une rotation sternale dans le sens des aiguilles d'une montre. Les schémas suivants vous montrent l'importance des mécanismes thoraciques dans les désordres rachidiens, qui ne peuvent être maîtrisés que si les mécanismes thoraciques sont bien assimilés.